Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un invité un peu spécial, un invité qui revient dans notre podcast et c'est vraiment une immense joie et un honneur. Donc, Louis Saillant, ancien commando marine, auteur de Chef de guerre et dont je vous recommande la lecture d'ailleurs et conférencier. Donc, bonjour Louis, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, épisode aussi un peu particulier, tout comme votre retour, car d'habitude, je propose des thèmes à aborder aux invités. Et là, lors d'un échange avec vous, vous m'avez proposé une discussion sur un adage des armées qui est toujours tricher, toujours gagner. Donc moi, j'ai fait ma petite recherche et je crois bien que c'est un enseignement de Sun Tzu dans son ouvrage L'art de la guerre, donc qu'on présente plus, hein, dont le grand principe est que la guerre doit être remportée avant même d'avoir engagé le combat, et que la victoire, en fait, est avant tout une affaire d'intelligence et de préparation, plus que de courage. Donc, sans transition, Louis, pourquoi ces thèmes? Parce que, comme vous l'avez dit très justement, l'idée c'est de capitaliser sur la préparation pour gagner la guerre. On a aussi un autre adage un peu subsidiaire à celui-là qui dit 70% de la mission c'est de la préparation. Donc ça c'est un autre des gros aspects que l'on a. Et donc parfois on peut se dire, c'est un peu particulier, enfin, je trouve qu'il y a un drôle de paradoxe, de se dire d'un côté on nous demande de beaucoup préparer, de faire les choses de fond en comble, de travailler d'arrache-pied pour préparer toutes les éventualités possibles. Il faut savoir que dans les armées, on a cette particularité de prévoir les canons conformes. Ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup. Disons que l'on prend l'habitude de faire, qui est de préparer la version nominale de la mission, et toujours de préparer une, voire deux, voire trois versions dégradées de la mission. Et donc de prévoir un petit peu l'imprévisible. Et donc je trouve ça intéressant parce que c'est beaucoup de travail d'anticipation, de prospective. Et malgré ça, malgré tout ce travail que l'on fait pour bien anticiper tous les scénarios possibles, toutes les possibilités, au final on nous dit toujours tricher, toujours gagner. Ou faire autrement, voilà, qui est la devise du commandement des opérations spéciales par exemple. Et je trouve qu'il y a un drôle de paradoxe dans ce double adage parce que moi, en grandissant, lorsque j'ai grandi au lycée, au collège, en fait, le meilleur élément de la classe, ceux qui étaient les plus forts en classe, sont des gens qui ne trichaient pas. C'est-à-dire que les tout premiers, c'est des gens qui travaillaient beaucoup, qui avaient des capacités, et ou qui travaillaient beaucoup, mais généralement, il y a toujours beaucoup de travail pour être premier de la classe, pour être bien classé, etc. Ce qui n'était malheureusement pas mon cas. Et finalement, ceux qui trichaient, c'était plutôt les derniers de la classe. Ceux qui avaient du mal à avoir des bonnes notes, etc. Il y avait toujours, pour simplifier, pour grossir, il y avait les très bons, les moyens et les mauvais. Et moi, j'aurais tendance à dire que la répartition statistique des gens qui trichent se fait plutôt entre les mauvais, auxquels j'appartenais parfois, et les moyens, auxquels j'appartenais parfois aussi. J'oscillais entre ces deux. Mais j'aurais dit statistiquement, on en retrouve plus chez les mauvais. Alors que chez les bons, on n'en retrouve quasiment pas. Et quand on arrive dans ces unités, on a l'impression d'avoir affaire à que des bons, que des premiers de la classe. C'est des gens qui vont travailler d'arrache-pied pour préparer la mission, pour que tout soit anticipé jusqu'au dernier petit détail. C'est vraiment, on rentre dans le détail, mais d'une très grande finesse dans les préparations de mission et même dans l'exécution. Et donc, on se dit, bah, c'est des gens qui ne trichent pas. Et je découvre que finalement, on va quand même essayer de tricher, surtout vis-à-vis de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va dire, on va essayer de duper l'adversaire, de le leurrer, d'anticiper sur ce qu'il va faire. Euh, et on se retrouve dans un cas assez particulier, finalement, je trouvais, qui était intéressant, qui était le fait de se dire, je me retrouve avec des gars qui sont normalement ce que je considère être des premiers de la classe, mais non seulement ils ne sont pas contents du résultat qu'ils ont quand ils sont premiers,
en plus ils trichent. Et donc ils finissent au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je trouvais que le concept était assez frappant. Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que finalement, vous faites référence à la scolarité qu'on a a priori tous connue. Les tricheurs le font parce que généralement, ils sont pas préparés, ils n'ont pas à réviser. Alors que dans les armées, en tout cas les unités que vous avez côtoyées ou dans laquelle vous avez évolué, en plus de la préparation, on triche. C'est ça. Et il y a une forme C'est-à-dire de que complément entre les deux, j'ai l'impression. c'est ça, il y a une espèce de complément. C'est-à-dire que je vais faire du mieux que je peux d'un point de vue académique. Et je le voyais même parfois dans les examens qu'on passait, nous, en interne, parfois, quand c'était un peu, voilà, des petits examens pour des stages ou des choses comme ça. On travaillait beaucoup et on se disait de toute manière, même si je n'y arrive pas en travaillant, je ferai tout pour être parmi les premiers, je ferai tout pour être parmi sur le podium. Et donc, s'il le fallait, c'était pas un automatisme, hein, bien sûr, c'était pas quelque chose qu'on fait avec plaisir, hein, mais voilà, je prendrais peut-être une petite anti-sèche ou en plus d'avoir bien révisé et d'avoir bien travaillé. Euh, et je trouve que c'est marrant parce que c'est pas instinctif. Enfin, et puis il y a un espèce de, souvent on a un espèce de plafond de verre dans nos vies. C'est-à-dire bon, tricher c'est quand même pas. Et en fait j'ai réalisé il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables moralement de tricher. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de sortir de ça, même temporairement, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant parce que du coup, on distingue un petit peu, finalement, une catégorie un peu à part dans ces unités-là de gens. Enfin, ces gens qui sont une catégorie à part se retrouvent dans ces unités-là. Et souvent, moi, il y a un parallèle qu'on aime bien faire, c'est le fait de dire, bah, en fait, on est un peu des corsaires, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a cet aspect un peu corsaire, c'est-à-dire on est missionné par l'État, on a une lettre de marque, et ensuite on se débrouille. Et le tout, c'est de faire pour l'intérêt de l'État, pour l'intérêt de notre pays. Ouais, Et, et pardon, je trouve ça allez-y. intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, qu'on peut pas voir au premier abord. Avant, en rentrant dans ces unités-là, on voit pas tout ça. Et on le Alors, découvre au fur et à mesure. il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes là, dans ce que vous avez énoncé. Vous êtes passé sur la dimension morale, justement, Oui, de la tricherie. Et finalement, la victoire doit-elle forcément être morale? En fait, je fais le lien au scrupule pour accomplir la mission, et c'est peut-être l'incompréhension parfois entre le monde civil et je dirais même médiatique et le monde militaire, où effectivement c'est la mission qui prime, pour reprendre une expression consacrée, quoi qu'il en coûte, entre guillemets. Euh, Alors que peut-être que le côté moral dans le monde civil, nous justement, nous réfrène, peut parfois être une bonne excuse justement pour peut-être pas aller au bout du bout, entre guillemets. Enfin, je pose la question vraiment de manière très ouverte, oui. mais Alors moi, il y a un enseignement que j'avais trouvé assez intéressant, qui était de Nietzsche. Euh, Nietzsche, il avait cette idée que je vais paraphraser maladroitement, selon laquelle les gens ont une fascination pour les bandits, non pas pour l'atrocité du crime, mais pour la capacité du bandit à arriver dans cette espèce de subversion, à arriver à aller un peu au-delà, voire très au-delà des barrières morales que l'on a tout un chacun. Donc je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression de comprendre un petit peu ça. Euh, Nous, on a cette phrase, là vous disiez le quoi qu'il en coûte, mais nous, on a une autre phrase qui me dit, enfin, qui dit, en gros, on effectue telle ou telle action pour le bien de la mission. Et dans ce cas-là, on se retrouve un peu euh, à avoir à avoir les coups des franches sur certaines missions, ou c'est comme un policier, par exemple, qui peut réquisitionner un véhicule s'il en a besoin. C'est pour le bien de la mission. Si le policier réquisitionne le véhicule, c'est pour le bien de la mission. Alors c'est légalisé, c'est-à-dire que c'est une réquisition, c'est-à-dire qu'on a mis un article de droit dessus,
mais il n'y aurait pas l'article de droit, je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui ne pourraient pas le faire. Parce que, bon, il y a une fusion entre le droit et la morale aujourd'hui, et donc on va considérer à dire si c'est pas dans le droit, est-ce que je peux le faire? Même si c'est pour le bien de la mission. Le fait de tricher et donc parfois renier la morale, est-ce que pour vous c'est une preuve de détermination et aussi du sens de la vision de la mission à accomplir? Je suis pas sûr, parce que je pense qu'on peut être très déterminé sans tricher, donc je ne pense pas que ce soit un marqueur. En revanche, pour les guerres que l'on connaît aujourd'hui, vous leur donnez le nom que vous voulez, hein, il y a plein de noms, c'est guerre révolutionnaire, guerre hybride, guerre asymétrique. Bon, en réalité, c'est plein de noms différents, mais qui dessinent en gros une guerre où les conventions de Genève ne sont pas appliquées d'un côté, voire des deux côtés, si je simplifie. Dans ce cadre-là, comment est-ce que je dois agir? Si mon adversaire, quant à lui, euh, utilise ces règles-là, et c'est une question qui est éternelle, et je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qui est permanente dans toutes les guerres révolutionnaires ou subversives que l'on a connues au XXe siècle, que ce soit voilà, l'Indochine, le Vietnam, l'Algérie, la Bosnie, euh, toutes ces guerres-là, à un moment, euh, tout le monde, tous les officiers, tous les sous-officiers, tous les hommes du rang se sont posés la question de la légitimité de leur action. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de faire, j'ai le droit d'aller là où mon adversaire se trouve? Et ça, c'est une question qui est fondamentale, mais à laquelle il faut savoir répondre et qui est très difficile, à laquelle il est très difficile à répondre. Mais à la fois, c'est très très inconfortable. Très très inconfortable. Parce que tricher, on prend un risque. Déjà, on prend un risque vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses collègues, mais il y a parfois un risque moral aussi. C'est-à-dire, si je vais au-delà, est-ce que j'accepterai moi? C'est là où beaucoup vont freiner en disant, moi, voilà, cette limite, je ne peux pas aller au-delà. Euh, mais voilà. Prenez par exemple un espion clandestin. La France a des espions, tous les pays développés ont des espions, même les pays sous-développés. Ces espions-là agissent sous identité en permanence et mentent en permanence. On pense à la fameuse série du Bureau des légendes qui a un peu démystifié la chose. C'est des gens qui mentent en permanence. Ils mentent. Est-ce qu'on peut mentir pour le bien de la mission? C'est une énorme question, hein, mais qui va un peu au-delà, parce qu'on retrouve ces pratiques-là, finalement, c'est pas exclusif au milieu des armées, mais c'est répandu un peu partout. Mais en revanche, moi, ce qui m'a frappé dans les armées, c'est de tomber sur des gars qui étaient capables de mentir, mais qui étaient aussi capables d'être les premiers de la classe. Ça, c'est le truc qui, moi, m'a frappé. Parce que j'en ai vu, des gens qui mentent, on en connaît tous, des gens qui trichent, on en connaît tous. Mais moi, jusqu'à ce que je rentre dans ces unités-là, pour moi, c'était des gars qui étaient acculés, comme vous disiez, à la tricherie. Là, c'est des gars qui font le choix de tricher pour aller encore au-delà de ce qu'ils sont capables de faire d'un point de vue académique, si on parle d'un concours, d'un examen. Oui, c'est ça, c'est que à l'école, c'est pour compenser un manquement d'investissement de travail, C'est ça, alors que là, c'est que par rapport aux moyens dont on dispose, en l'occurrence la préparation et le cadre légal et même dans une certaine mesure morale, euh, on peut plus faire jeu égal avec l'ennemi si on est dans le cadre martial. Et c'est là où la question se pose de se mettre à son niveau ou pas. c'est ça. Et il y a une autre question aussi qui est que finalement, rentrer dans ce jeu-là peut aussi dénaturer la démarche. On peut perdre pied aussi. Enfin, c'est la course à Exactement, l'échalote. exactement. C'est la course à l'échalote. Où est-ce qu'on s'arrête? Si je prends un exemple un peu marqué, hein, c'est volontaire, qui va un peu loin, mais c'est pour comprendre un peu l'idée. Quand on parle voilà, de jusqu'où on peut aller, si je pense par exemple à, euh, à des assassinats ciblés. Si j'agis contre un groupe terroriste qui mène des assassinats ciblés et que on répond par du contrôle de zone, etc., mais que leurs actions continuent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?
si l'emploi de moyens conventionnels n'a pas d'effet immédiat ou tout du moins dans la façon dont je les mets en place, ça ne convient pas. Alors on peut toujours restructurer, réessayer, c'est toujours une possibilité, mais il y a nécessairement quelqu'un qui émettra l'idée d'agir de la même manière, à un moment. Et C'est des questions là, qui sont lourdes de sens, hein, je suis désolé. ah non, non, bien c'est, sûr. c'est un peu, c'est un peu lourd. Enfin, je trouve que, enfin moi en tout cas, je trouve que moralement, c'est des questions qui sont extrêmement lourdes, mais extrêmement intéressantes à la fois, parce que ça nous montre aussi nos limites vis-à-vis d'un adversaire qui, lui, par exemple, peut ne pas en avoir. Alors, je voudrais un peu définir les termes parce que c'est vrai que là, spontanément, on s'est engagé dans la discussion et on a déjà abordé plusieurs points sur lesquels on pourra revenir évidemment. Mais tricher, du coup, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot tricher? Alors peut-être dans le cadre martial et même en règle générale, mais qu'on comprenne bien de quoi il en retourne. Par exemple, les conventions de Genève sont assez claires sur beaucoup d'éléments. Sur le port de l'uniforme, sur les moyens à engager vis-à-vis d'une agression, sur le volume, sur le temps, etc. Euh, Il y a toujours des moments où, dans les guerres modernes, on se retrouve contraint par ces limites-là. Je prends un exemple très simple. Un terroriste qui nous engage avec son arme automatique. Là, la situation est assez simple. Bon, on nous tire dessus, bon, il faut répliquer, il faut le neutraliser, pas de souci. En revanche, il nous tire dessus, mais il jette son arme. Et il part en courant. Il est de toute évidence dans une action de fuite. Et sans défense désormais. Et à partir de là, sans défense, tout à fait. Mais est-ce qu'on ne sait pas s'il n'est pas en train de manœuvrer? Est-ce que c'est pas parce que jusqu'à présent c'était un adversaire, maintenant qu'il n'a plus d'armes et qu'il s'enfuit, il est en tenue civile, est-ce que ça redevient un civil? Ou est-ce que on le considère dans une action comment dire, de guerre, et à ce moment-là, c'est un adversaire qui est en train de manœuvrer? Où est la limite? Vraie question, hein. Vraie En question, parce que opération, c'est. en opération, ces questions, concrètement, vous-même et vos hommes, vous vous les posez spontanément sur Mais tout le théâtre temps. de guerre. Tout le temps, parce que on n'est pas des sanguinaires, on n'est pas des bouchers. En fait, ça ne nous intéresse pas d'aller, je sais pas moi, dans un groupe terroriste et de tuer tout le monde. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on engage nos vies quand on fait ça, d'une part, et d'autre part, bah, en fait, nous, on est là pour faire le tri. Nous, on est l'élément le plus discriminant. C'est l'œil humain. C'est pour ça qu'on nous envoie au contact de ces groupes-là pour faire le tri. Parce qu'il y en a qui vont se rendre, il y en a qui vont pas se rendre, il y en a qui vont s'enfuir. Et nous, on est là pour faire le tri. Si on n'avait pas de tri à faire, on ne prendrait pas le risque de mettre des soldats français en ligne. Hmm. Euh, Dans ce cas-là, on balancerait une bombe, ce serait Oui, un horrible. coup de drone et oui, oui, Et c'est voilà, réglé. terminé. On ne se poserait pas la question. Donc si on nous envoie, c'est qu'on a une discrimination à faire. Donc on est là pour faire ce travail de discrimination. Et dans le travail de discrimination, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, hein, vraiment. Et ben, il faut qu'on, parfois, dans une fraction de seconde, on décide si on doit ouvrir le feu ou pas, si on doit faire la personne prisonnière ou s'il faut la relâcher, qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire. Et c'est parfois dans une fraction de seconde et on est livré à nous-mêmes parce que voilà, on est dans le théâtre reculé et parfois avec, on est très peu nombreux. Et donc, on se retrouve confronté à ça. On se retrouve confronté à des gars qui vont dire qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire, alors que l'instant d'avant, ils avaient une mitrailleuse, et l'instant d'après, peut-être qu'ils auront une mitrailleuse aussi. Et donc, dans ces moments-là, finalement, ce qui nous obsède, c'est pas le droit de la guerre et de se dire qu'est-ce que le droit de la guerre dit, parce qu'on n'a pas un avocat sur notre dos en permanence. Mais alors déjà, on va travailler en conscience, c'est-à-dire qu'on a notre conscience d'homme et on va se dire bah, qu'en est-il? Est-ce que je me sens d'engager ce gars qui n'a pas d'arme? Est-ce que je dois lui tirer dessus ou pas? Est-ce que je dois lui faire un tir de sommation? Est-ce que je dois le faire prisonnier alors qu'il n'a pas d'arme? Et donc toutes ces questions-là, on doit se les poser rapidement. Et ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment très très compliqué. Euh, et c'est pour ça que finalement, on est très vite tenté de tricher pour réussir. C'est-à-dire de tricher. Alors, est-ce qu'on triche avec la morale? Je ne sais pas. Peut-être pas. Hein. Ou est-ce qu'on est tenté de tricher avec le droit?
Parce que, en fait, c'est ça la grande question. C'est pas tant tricher avec la morale, je pense. Enfin, je vous dis ça au fur et à mesure que j'en parle avec vous, parce que j'y réfléchis en même temps, mais je pense qu'on triche avec le droit, finalement. Parce que notre adversaire, c'est le premier truc qu'il fait. Il triche avec le droit. Parce que quand on part au combat, eux, ils savent très bien les règles que l'on a. Ils le savent très bien. Et s'ils ne le savent pas, ils le découvrent très vite. Ils comprennent très vite. C'est les enfants qui transportent des armes pour les adultes, par exemple. Ça, c'est une technique qui était assez courante en Afghanistan. L'enfant porte une arme, et il se trouve pas loin d'un adulte, mais c'est l'enfant qui porte une arme. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, l'enfant porte une arme. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas l'engager, c'est un enfant. Pourtant, il porte une arme. Oui, mais s'il donne l'arme à l'adulte, bon, bah, à Hmm. ce moment-là, tout change. Mais voilà, c'est des fractions de secondes. Et l'adversaire, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ou parfois, l'arme est accrochée à un mouton. Enfin, voilà, c'est des trucs. C'est juste pour pas que lui, il ait une arme sur lui. Donc, quand les capteurs vont se poser sur lui, on le verra sans arme. Et lui, il le sait. Il sait que c'est notre discriminant d'avoir une arme. Et donc, il va le planquer, ou il va courir avec un pan de son vêtement enroulé au-dessus de son arme. Ça, j'ai vu, hein, les gars, hop, il planque, et on ne sait pas si c'est un bâton, si c'est une arme. Alors, du coup, Hmm. on est obligé d'attendre. On est obligé de, bon, qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. Donc, c'est là où on est obligé d'aller au contact, vraiment au plus près pour savoir si c'est une arme ou pas. Et donc, finalement, le droit, dans ces cas-là, qui est une nécessité, attention, hein, c'est hyper important de partir au combat avec des règles bien claires, bien définies, c'est capital parce que sinon on devient fou, je pense. Mais à ce moment-là, il faut bien réaliser qu'en face, ils l'instrumentalisent. Il est instrumentalisé à leur profit. Et à ce moment-là, qu'en est-il pour nous? Eux, ils trichent. Est-ce que nous, on doit tricher? Et si on triche, jusqu'où et comment? Et quels sont alors, c'est peut-être difficile de généraliser hein, au niveau des situations, mais quels sont les facteurs clés pour engager la tricherie? S'il y a des Bah dénominateurs déjà, communs à des situations différentes, en fait. je sais pas, mais en fait, déjà, il faut être capable de l'envisager. Et ça, Hmm. déjà, c'est quelque chose qui est énorme. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de l'envisager. Et je ne suis pas en train de faire porter un jugement de valeur. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas en train de dire il faut savoir tricher. Non, pas du tout. De manière générale, c'est pas du tout un jugement de valeur. Au contraire, je pense il ne faut pas tricher. Voilà, je le dis pour les enfants nous écoutent. Il ne faut pas tricher à l'école. Oui, Voilà, et ne portez pas la Kalachnikov non plus. voilà, exactement. Ce sont des mauvaises idées. Donc de manière générale, je pense que clairement, il faut pas y aller parce que c'est un terrain glissant. Mais parfois, je pense qu'il y a des situations, et c'est là où il faut vraiment contrôler la chose en bride serrée, faut être bien sûr de ce qu'on fait. Il faut le faire avec beaucoup de sérieux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit les premiers de la classe qui trichent. Il ne faut pas que ce soit des derniers de la classe, si je reprends l'image de la classe, au combat. Oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que finalement, la- les tricheurs de temps à autre auxquels vous pouvez faire allusion, c'est déjà en fait premier de la classe et préparé, et il y a une forme de contrôle dans cette tricherie Exactement, par rapport à exactement. justement à cette surenchère à laquelle on faisait référence tout à Et l'heure. c'est le risque. C'est le risque colossal, c'est la surenchère. Parce qu'on se permet une chose, en fait, lorsqu'on se permet un premier écart, en fait, le risque, c'est d'avoir ce sentiment d'impunité, de se dire, OK, de toute façon, je pourrais aller où je veux, je pourrais toujours faire des écarts, en pensant que ça ne retombera jamais dessus, alors que c'est faux. Ne serait-ce que, je pense, moralement, en conscience, on devient fou, je pense. Si on, enfin, je veux dire, on le voit, hein, tous les mecs qui reviennent, qui ont fait le Vietnam ou des guerres comme ça, où en fait, ben, pour certains d'entre eux, ils devenaient des bouchers. C'est-à-dire en fait, ils réfléchissaient même plus, hein, ils abattaient tout ce qu'ils voyaient. En fait, je pense qu'on perd un peu pied avec les réalités à un moment. C'est pour ça qu'il faut doser la chose, il faut être intelligent, il faut toujours savoir s'adapter, c'est hyper important, mais il faut rester, comment dire, réaliste dans nos combats. Un idéaliste, typiquement, sera la première victime. Parce que il se dira toujours que c'est un bâton que les gars transportent sous leur là-bas, et peut-être que ça le sera pour les premiers coups, mais il y a un jour, inévitablement, ce ne sera pas un bâton. Et à ce moment-là, ce gars-là, bah, il se fera avoir parce qu'il aura été trop innocent dans le combat. Je pense qu'il faut. L'innocence, c'est aussi un truc duquel il faut se méfier. Bah, c'est un Le déni de mec, réalité un peu, en tout cas dans ce que complètement. vous décrivez là. Complètement. Ouais, ouais. Mais ça arrive, hein.
ça arrive, il y a des mecs qui arrivent et qui pensent que voilà, les choses vont être claires, les choses vont être. Bon, après, généralement, quand ils se frottent rapidement aux opérations, ils voient que parfois on est obligé de transiger, quoi. On est obligé de. Voilà, il y a des situations qui sont. Parce que les situations sont pas claires, donc faut prendre un bord, quoi. Faut décider rapidement et parfois c'est pas facile. Est-ce que la tricherie dans les scénarios auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, là, vous utilisiez un terme dédié, mais les différents scénarios envisagés pour une mission, est-ce que dans la situation, par exemple, la plus dégradée, on peut se regarder droit dans les yeux, se dire, dans ce type de situation, avec ces moyens-là, on pourrait aller jusque-là? Ou c'est induit, enfin, est-ce que vous en parlez? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est des choses qui sont abordées, soit en groupe, soit entre nous. Enfin voilà. Mais c'est des choses effectivement desquelles on parle. Mais une fois de plus, attention, c'est difficile de dire, euh, les gars, ça c'est une règle. Bah en fait, on s'en fiche. Hmm, C'est difficile. On peut pas le dire en fait. Parce que une fois de plus, les règles, il y a un côté sain d'avoir des règles, de partir avec des règles, parce qu'en fait, ça nous éclaircit les idées, ça nous clarifie les choses. On sait, ok, comment on doit se comporter, etc. Et là, je parle de moments, voilà, c'est pas des généralités que je fais, c'est vraiment très spécifique. Mais c'est ces moments parfois où on va aller un peu au-delà et on va se dire, ok, moi je pique une bagnole parce que j'ai bien piqué une bagnole. Tant pis, j'ai pas le droit, mais je la pique. Parce qu'il faut absolument que je poursuive ce mec-là. Ou c'est comme un gars qui m'a raconté qu'il avait pris l'autoroute à contresens, bref, en opération, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'il court après ce mec-là. Euh, et je me souviens, il me le disait avec un petit sourire en disant c'était pour le bien du service. Ce qui est vrai. oui, bien sûr. Mais voilà, il a décidé de prendre l'autoroute à contresens euh, parce qu'il devait absolument. Alors, j'ai pas tout le contexte, mais il devait poursuivre un gars. Donc voilà, c'est ce genre de questions, mais au quotidien, on va pas se dire, enfin même en mission, on va pas se dire, ah bah moi, dès que je peux, je prends une bagnole et et je remonte l'autoroute à contresens. Mais là, vous amenez la discussion sur un sujet intéressant qui est aussi la dimension dans laquelle on considère la tricherie. C'est qu'on faisait allusion à l'école tout à l'heure. Vous trichez pas vos contrôles alors que vous êtes le cancre de la classe, vous allez redoubler. Il y a pas mort d'homme. Alors que là, il s'agit de missions où justement, c'est des questions de vie ou de mort. C'est ça. Il relève de la sécurité nationale. Et peut-être que là, justement, si dans le cadre, on ne peut pas prendre l'ascendant, il faut considérer de sortir du cadre pour prendre l'ascendant, parce que c'est des questions qui sont fondamentales en fait. Il ne s'agit pas de valider son année ou Bah, pour de... moi, pour moi c'est une question civilisationnelle. Enfin, c'est vraiment des questions qui sont, enfin, qui nous dépassent, je pense. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est comparer ça à la bataille de Crécy. La bataille de Crécy, c'était une bataille où la chevalerie française a été défaite par les archers britanniques. C'est-à-dire que les sociétés occidentales, au Moyen-Âge, étaient organisées pour générer des combattants qui devaient s'affronter en combat de choc. C'est-à-dire que, enfin, quand on y pense, c'est quand même absurde. Enfin, c'est hallucinant quand on y pense aujourd'hui. Mais les gars se donnaient rendez-vous dans la plaine pour. Non, mais c'est quand même ouf. Enfin, quand Ah on y ouais, pense. Alors, il n'y avait pas que c'est ça deux comme clans combat. de hooligans quasiment. Oui, c'est ça, exactement. Ben, on retrouve ça, hein, et je pense qu'il y a quelque part un espèce d'inconscient collectif qui continue, en fait, dans cette histoire-là. C'est-à-dire que je pense que quand les hooligans ils se rencontrent et qu'ils se mettent dessus, je pense qu'il y a une forme de continuité inconsciente collective dans voilà, le mythe du combat de choc. Et donc, voilà, nous, les armées occidentales, elles étaient habituées au combat de choc, et elles arrivent face aux Anglais. Et donc, pendant cette bataille de Crécy, les Anglais ont eu très peu de contact avec les soldats français. Mais les soldats français ont été défaits, ils ont été pour la plupart tués par les archers, qui les ont donc alignés depuis la distance où on peut tirer un arc, je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Et, euh, et ça, ça a été un traumatisme pour la chevalerie française, un véritable traumatisme, parce que ils disaient en fait, on ne peut, enfin, en gros, là, on retombe sur ces questions de droit, droit de la guerre. Donc là, c'était pas les conventions de Genève, mais c'était les droits prescrits par notamment l'Église,
qui disait, bah, en fait, voilà, on peut combattre dans telles conditions, etc. Et là, les Français avaient l'impression de s'être fait flouer par des gars qui ne respectaient pas le droit. Hmm. Très clairement. C'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas l'idée de se dire, bah, en fait, c'est bonhomme contre bonhomme, épée contre épée. Oui, corps à Et corps. ça a été extrêmement long pour légiférer là-dessus, pour savoir si, à leur tour, et je crois de mémoire que c'est Charles V, ou je crois que c'est Charles V, mais je suis pas sûr, il faut que je revoie le truc, mais en gros, qui a fini par légiférer en disant, bon, en fait, on peut nous aussi employer des archers, et donc il faut que ça rentre dans le contexte de nos guerres, il faut qu'on prenne en compte le fait qu'on puisse avoir des archers qui fassent le même travail que les archers anglais. Ah Et mais là donc, c'est ouais, finalement, c'est hyper intéressant là ce que vous mentionnez parce qu'en fait ça me fait penser à l'innovation et j'ai deux exemples qui me viennent en tête, c'est le sport et l'innovation technologique. C'est que au rugby, il y a un adage aussi qui est de se dire pas vu pas pris. Euh, En gros, ce qui n'est pas interdit, potentiellement on y a droit. tout à fait. Et ça me fait aussi penser, alors là on change complètement de sujet, mais par exemple des entreprises comme Uber ou Airbnb Oui, ont bouleversé leur secteur et les hôteliers ou les taxis au début, un peu comme les Français à la bataille de Crécy, ben, disaient c'est pas normal, enfin là c'est injuste. c'est déloyal, voilà. Oui, absolument, Et ça déloyal. fait évoluer le droit derrière. Pareil dans le rugby, C'est il y ça. a des choses qu'on a vu faire il y a 40 ans et maintenant on n'y a plus droit. Et mais ça pose des vraies questions, de savoir qu'est-ce qui est loyal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça a été le cas, vous parlez d'innovation, en fait, c'est le cas. Donc là, c'était le cas pour les archers, mais ça a été le cas pour l'artillerie. L'artillerie, ça a été une vraie question morale pour beaucoup d'officiers français, de dire, bah, en fait, l'artillerie, je tire les mecs à distance. Oui, on se voit, on les voit même pas On les voit et même ouais, ouais, pas, et on entame leur quand ils trouble. sont Ouais. à portée de canon, ils ne sont pas à portée de baïonnette. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lâcheté? Et ça va, et ça continue. Donc finalement, ça a été accepté, etc. Mais ça continue aujourd'hui avec le drone. Ça continue Tout à avec fait. les drones armés, etc. Où on dit, bah, est-ce que c'est légitime d'avoir des drones armés? Et finalement, il y a un théoricien allemand qui avait dit qu'en gros, on ne peut pas arrêter une innovation qui a fait ses preuves. Euh, Dans un pays à une époque, elle se propagera nécessairement si elle a fonctionné, et le droit ne peut pas l'arrêter. Bon, c'est une de ces théories, j'ai plus le nom du théoricien. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des éléments à prendre en compte quand on arbitre sur ces questions-là, mais qui sont hyper complexes. Si on utilise un drone armé, il y avait la question sous le gouvernement Obama de savoir si le drone armé, c'est une question qui est très complexe aussi, peut engager des cibles en autonomie. Donc je parle des drones, c'est les gros drones Reaper, donc c'est des drones stratégiques, des espèces de grands planeurs avec un réacteur qui vole très très haut, qu'on distingue difficilement à l'œil nu quand ils sont vraiment très très hauts. Euh, et comme il y avait des problèmes de connexion, parfois ils suivaient donc un individu pendant très très longtemps, jusqu'au point où l'individu était suffisamment éloigné de tout environnement non dangereux ou d'autres individus pour voilà. Et ils avaient en gros une pastille de dégâts collatéraux autour de l'individu. Donc le pilote drone suivait jusqu'à ce que la pastille ne soit plus engagée par du personnel. Donc D'accord, ouais. typiquement, quand ils avaient un gars qui était un terroriste, qui voulait neutraliser, ils le suivaient en ville, où il ne pouvait pas tirer, jusqu'à ce qu'il sorte par la campagne, et là, hop, ils pouvaient l'engager. Hmm. Mais comme ils avaient parfois des problèmes de connexion, En ville pendant le parfois. suivi en ville, Hmm. ils perdaient la connexion, et donc le gars traversait la campagne, et il le retrouvait dans le village suivant, mais entre-temps, la connexion a été perdue. C'est-à-dire le drone a fait un suivi automatique, parce que les drones font des suivis automatiques. Ils peuvent suivre des mobiles automatiquement. Mais une fois dans la ville suivante, bah, c'est trop tard. La fenêtre de tir est passée. Et donc le pilote de drone à distance, bah, il n'avait rien pu faire, il n'a pas pu délivrer son armement. Donc ils en sont arrivés à dire, attendez, si c'est juste déterminer une pastille où il n'y a personne, le drone il saura faire tout seul. Et c'est là où on a commencé à parler des drones tueurs, etc. Il y a eu toute une polémique en 2018, je crois, mais qui aujourd'hui, j'ai l'impression, a été finalement atténuée. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est pas bien, hein, c'est pas mon enjeu, mais je suis juste là pour soulever la question et pour la mettre en parallèle avec le thème de ce podcast. Sur les drones, alors vous êtes pas, vous intervenez pas en tant que spécialiste du droit de la guerre, hein, mais
à la base, c'était, alors peut-être pas interdit puisqu'on n'avait pas conscience de la nouveauté peut-être, mais on est sur entre guillemets la nouvelle bataille de Crécy finalement. Je pense que la bataille de Crécy, elle arrive tout le temps, en fait. Et elle est là en permanence. Parce que la guerre, la guerre est vraiment protéiforme. C'est-à-dire que ça change tout le temps, c'est toujours les mêmes principes, mais ça Hmm. change tout le temps un petit peu de configuration. Et l'adversaire va toujours s'adapter. Alors Et c'est ce clairement, qui moi, pousse à l'innovation justement, c'est ce qui et pousse à à l'innovation, aller dans les exactement. angles morts du droit et de la morale parfois. Exactement. Parce que l'adversaire, il va utiliser les faiblesses de l'innovation. Je pense notamment à ces Afghans ou ces gars de l'État islamique qui se planquaient sous des couvertures, des plaids avec des couvertures de survie pour échapper aux capteurs infrarouges thermiques, pardon, aux capteurs thermiques qui Hmm. coûtaient, pour Ouais, l'anecdote, 100 malin. 000 euros pièce. Et eux, avec 5 euros de matériel, ils arrivaient à déjouer un appareil à 100 000 euros pièce. Donc ils avaient trouvé la faille finalement. Bien sûr, ouais. Et quand et donc ça, c'est une continuité quand on en arrive au droit. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah bah tiens, je peux échapper au truc là. Bah, si les gars en face, ils ont un canevas de droit qui est bien établi, il y a forcément des failles parce que c'est un système humain quelque part. Et donc comme on est humain, bah, on fait des erreurs parfois et ils vont trouver la faille de droit qui leur permet de mener telle ou telle action euh, et de stocker par exemple leur équipement, leurs bombes sous une école ou sous un hôpital. Voilà, parce qu'ils savent Oui, ça, que grand classique, voilà, ouais. c'est un grand classique, exactement, mais c'est une exploitation de la faille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où je trouve que l'adage toujours tricher, toujours gagner devient intéressant, c'est que quand on a ça en tête, on va toujours réfléchir comme l'adversaire, on va chercher les failles. Et ça, c'est un autre élément qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de confronter l'adversaire de manière conforme, toujours conforme, on va dire, alors conforme, je sais pas, à la morale, au droit, de la guerre, etc., etc., on va toujours essayer de chercher une faille. Où est-ce que l'adversaire va être faible? Où est-ce que je vais pouvoir le prendre à revers? Où est-ce que je vais pouvoir être plus adroit et le feinter? Euh, donc ça va toujours être des trucs qu'on va être finalement euh, habitué à exploiter quand on a cet état d'esprit de se dire, voilà, c'est et là pour reprendre un exemple historique un peu ancien mais que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Surcouf, qui est donc un corsaire de Saint-Malo, qui est sur un petit bateau, un petit bateau de guerre, une espèce de goélette, je crois, enfin voilà, et il doit aborder un bateau anglais énorme. Alors normalement ça se fait pas trop parce que c'est un bateau avec plusieurs canons, avec des centaines de bonhommes à bord, alors que c'était une cinquantaine, un truc comme ça. Et il décide de s'habiller en femme. Et donc tout l'équipage s'habille en femme. Surcouf s'habille en femme et ils approchent le bateau anglais habillé en femme, donc à la longue vue, parce que c'était les capteurs de l'époque, à la longue vue, ils voient bon, bah, des femmes à bord, et du coup, les marins les laissent venir à bord. Euh, Incroyable. et et c'est comme ça qu'ils prendront le bateau en les surprenant, parce que c'est qu'au dernier moment Bien qu'ils sûr, voient ouais. que finalement les femmes ont des poils aux jambes et des barbes. Alors qu'il se serait Euh, approché classiquement, il ah se serait bah fait ils auraient couler vu un 40 bateau fois, ouais. avec que des hommes à bord, exactement, et ils seraient fait pilonner, et le bateau n'aurait jamais pu arriver bord à bord avec le bateau anglais. Et donc clairement, Surcouf a instrumentalisé alors, qu'est-ce qu'il a instrumentalisé, j'en sais rien, mais en tout cas, il a eu cet état d'esprit un peu, un peu roublard qu'on nous demande d'avoir quand on est en commando. Un bon commando, c'est quelqu'un qui est un peu roublard et qui a voilà, exploité finalement une faille humaine, hein, qui est celle de se dire bon, bah, si c'est un bateau plein de femmes, je veux bien qu'il m'aborde. Euh, une espèce de manœuvre de séduction, voilà. Il a mis en place une manœuvre de séduction pour aborder les Anglais. Donc ça aussi, ça va être une éducation. Il y a vraiment une éducation, un conditionnement qu'il faut avoir pour avoir cet esprit-là, en fait. Cet esprit un peu roublard, un peu malin, parce que ça va être l'enjeu, ça va être de détecter les failles de l'adversaire. Ouais, c'est ce que je sens, c'est que plus que encourager ou non à tricher, entre guillemets, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est ce conditionnement à l'éventualité de tricher finalement et qui relève quelque part toujours de ce monde de la préparation auquel on faisait allusion au début. Tout à fait. Et c'est frappant dans mon esprit parce que
les gens qui sont passés par ces unités-là, quand je les revois après, quand je vois des gens de d'autres unités similaires, des opérations spéciales ou assimilées, je retrouve cet esprit-là. Je retrouve l'esprit roublard qui est très déterminé, qui est vraiment au premier de la classe. C'est-à-dire que c'est le mec il va vraiment penser son truc jusqu'au bout. Et je sais qu'il va le penser en une dimension qui est plus large que le combattant classique, entre guillemets, même si voilà, il, a aussi, il est aussi très bien, c'est pas une question de valeur, mais c'est juste un état d'esprit qui est vraiment très différent. Et comment ça se développe ou ça se cultive dans ces unités? Alors peut-être que vous allez me dire que c'est inné, j'en sais rien. Non, non, c'est culturel. C'est vraiment une culture qu'il y a dans ces unités-là parce que voilà, c'est des unités qui sont originellement issues, alors pour les commandos marines en tout cas, issus des commandos qui ont débarqué en Normandie, qui étaient formés par les Anglais. Les Anglais qui sont de grands roublards, hein, et, euh, et qui originellement devaient rentrer derrière la ligne ennemie, pouvoir utiliser du matériel adverse, etc. Je pense notamment au commando Jedburgh aussi, qui étaient des commandos pendant la Seconde Guerre mondiale parachutés dans la France occupée et qui devaient voilà, trouver des opportunités. Ils n'avaient pas de plan bien défini, c'est des petits groupes d'hommes qui étaient parachutés dans la nuit et ils devaient trouver des opportunités pour causer le plus de dégâts sur l'adversaire. Il y en a parfois qui parlaient allemand, donc ça les aidait à pouvoir s'immiscer dans la population et comment dire, et s'approcher au plus près des forces allemandes. Donc il y a cette culture qui s'est développée et qui a toujours été entretenue euh, dans nos unités jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que tout le monde est un peu nimbé dans cette culture, dans cet esprit, un peu de roublardise pour vraiment toujours servir l'intérêt supérieur. Mais concrètement, dans vos entraînements, par exemple, on va vous donner un Ah bah, objectif moi je vais vous dire, et avec moi peu je de vais vous dire, moyens et vous débrouiller entre guillemets. non, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Euh, dans mon groupe, on faisait beaucoup de tirs. On aimait beaucoup ça, voilà, on aimait bien ça. Et donc, on faisait des séances de tir, et chacun avait, dans le groupe, chacun son tour, préparé une séance de tir. Et dans la séance de tir, on aimait bien mettre un petit challenge pour un peu se stimuler, créer un peu d'émulation dans le groupe, etc. Et à chaque fois, il y avait tout un, tout un enjeu sur le règlement du challenge. C'est-à-dire que le gars qui préparait la séance de tir, parfois il y avait une espèce de jeu d'adresse, jeu de vitesse dans la séance de tir, etc. Eh ben, on l'a interrogé pendant. Il y avait toujours un espèce d'interrogatoire au début, pendant 10 minutes, Ouais, parce que vous vous connaissez où. les uns les autres en fait. Mais oui, parce qu'on se connaissait et parce que le gars, il allait mettre des règles et on a l'interroger sur toutes les règles pour savoir exactement là où on pouvait gagner des Oui, points, comment en s'il jouer? fallait. Les angles morts dont on parlait tout Exactement. à l'heure, ouais. Est-ce qu'il fallait capitaliser sur le nombre de tirs en cible ou sur la vitesse d'exécution, par exemple, du parcours? Qu'est-ce qui comptait le plus? Qu'est-ce qui est le plus favorable? Donc en fait, on n'était pas du tout bons joueurs. C'est qu'on n'arrivait pas en se disant, bon, les règles, c'est ça, et chacun était là, oh, ok, très, très Ouais. bien, des règles grossières, machin. Et l'important Chaque c'est de fois, participer. voilà, on n'était pas du tout dans cet esprit-là, par exemple. Chaque fois que le gars avait fini d'énoncer ses règles, systématiquement, il subissait une plus de questions. Il disait, alors attends, mais par contre, si je passe plus de temps sur ce poste-là, mais que je touche deux cibles, et que je touche zéro cible sur l'autre, j'ai quand même les points attribués pour cet engagement ou pas? Et alors attends, si je suis en fin de chargeur là, est-ce que j'ai le droit de recharger avant? Ou est-ce que je peux prendre tout de suite deux chargeurs? Ou est-ce que je suis obligé de ramasser l'arme ou je peux prendre la mienne? Ou, enfin voilà, donc il y avait plein de. Parce qu'on mettait des scénarios complexes. Et donc, systématiquement, on allait interroger sur tout. Et systématiquement, on trouvait une faille. Et qu'on exploitait sans vergogne. Sans vergogne. C'est-à-dire que Ouais, si le alors mec, dans son plan, il avait un. Parce que c'est difficile finalement de faire un jeu. C'est comme si vous avez un Monopoly, oui, qu'on invente de mais. toutes pièces en 10 minutes, ouais. Ouais, voilà, qu'on monte. On a une heure pour monter un jeu. Bon, bah, comme on est un peu créatif, ben, on a envie de faire un truc un peu sympa. Mais à chaque fois, pour le règlement, on se dit bon, bah là, c'est bon, c'est verrouillé. Que nenni. À chaque fois, il y a un mec qui va dire ah, mais attends, si donc je fais ceci et je fais cela, donc ça veut dire que ceci, cela, je peux avoir les points sans avoir fait l'épreuve dans les conditions nominales. Bref.
Et donc ça, c'est typique de l'esprit qu'on avait, c'est-à-dire de dire, ah ouais, c'est monté comme ça, mais alors attends, comment est-ce que je vais faire pour gagner quand même sans faire le truc? Enfin voilà. Donc il y avait toujours cet esprit-là permanent, permanent, pour tout, pour tout. Donc il y avait toujours, voilà, l'esprit un peu, voilà, comme vous disiez au rugby, pas pris, pas vu, pas pris, pas vu, pas pris, prépendu. Voilà, ça c'était aussi le truc. Mais ce que je décèle dans ce que vous décrivez, c'est cette intelligence situationnelle et surtout ce plaisir à le faire. Ah On bah sent complètement, l'excitation complètement. intellectuelle quand vous évoquez ces souvenirs-là. On sent que ouais, il y a une excitation par rapport à ça. Ok, comment je peux cadrer tout ça pour tirer le meilleur parti de la situation, du contexte des règles, quoi. Parce que c'est culturel, c'est-à-dire que vraiment, comme je disais tout à l'heure, le commando, c'est l'homme du sabotage, c'est l'homme Ouais, de ouais. l'embuscade. Mm, mm, mm. Le commando, c'est pas l'homme de la grande manœuvre, voilà, des grandes manœuvres militaires, de prise de village, de machin, non pas du tout. C'est l'homme du coup de poing, c'est l'homme du coup de feu rapide et qui dégage, qui disparaît. C'est voilà, c'est vraiment cet esprit-là, et c'est quelque chose qui est culturel chez nous, mais qui est extrêmement fort. Et c'est pour ça, je trouvais que c'est intéressant d'en parler parce que je pense que c'est pas quelque chose de très commun. Oui, tout à fait. Et j'en reviens à la fascination que vous décriviez. C'est vrai, alors sans rentrer non plus dans les gangsters ou les grands criminels, on va dire, on est toujours fasciné dans nos proches ou une connaissance de connaissances qui, voilà, a découvert un peu une combine. Et il y a qu'à voir tous ces documentaires, ces films, ces biopics qui se font sur des gens qui ont, entre guillemets, tiré parti d'une situation, d'un système. Euh, on, on envie un peu cette capacité à s'adapter, à créer quasiment l'opportunité en fait et l'avantage par rapport aux autres. Tout à fait. Parfois, même plus que le résultat final. Oui, oui, bien C'est-à-dire sûr, que qui est anecdotique, ouais, finalement. Ouais. voilà, c'est le braqueur de banque. En fait, quand on analyse et on dissèque, on essaie de disséquer un peu ce qui nous fascine sur un film, sur un braquage, bah, finalement, ça va être l'adrénaline, le fait de rentrer dans la banque, de braquer les gens, de repartir avec le magot, etc. Finalement, c'est même pas le magot en lui-même. Oui, le montant, tout le monde s'en fout. C'est Ouais, vrai, en fait, c'est très vrai. finalement, c'est la folie que c'est de rentrer dans une banque, de prendre un risque aussi énorme, de risquer la vie d'innocents, etc. Et une fois de plus, hein, attention, c'est pas bien de braquer les banques, il ne faut pas braquer les banques. Mais je sais que c'est quelque chose euh, qui typiquement nous faisait marrer. Hmm. Nous, on s'amusait à escamoter des plans en disant bah, comment je braquerai une banque. Ouais, Et en se disant, moi je sais qu'il y a ça, moi je sais que ça marche comme ça. Donc je sais que je peux braquer la banque, si je veux. et ça, au quotidien, alors là, je vous parle en tant que civil, Oui. quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui souhaiterait développer ces capacités, même les gens qui ambitionneraient de rentrer dans ces unités, par exemple? Alors, c'est déjà d'avoir cet esprit un peu de. Alors déjà, faut être premier de la classe déjà. Premier de la classe, mais tricheur au Monopoly, du coup. Non, mais c'est bête, mais en fait, si on n'est pas déjà premier de la classe, si on n'est pas prêt à mettre le boulot, si on n'est pas prêt à être déterminé et à bosser et à vraiment être compétent dans ce qu'on fait, etc., et à y passer des heures, etc., déjà, c'est même pas la peine. C'est, c'est le premier step. Le premier step, c'est ça. C'est être capable de montrer la volonté, de montrer qu'on est capable de rentrer des heures de boulot, de bosser la nuit, de bosser tard, de bosser fatigué, de bosser quand on a faim, de bosser en équipe, de tolérer le travail en équipe, d'aimer ça. Ça, c'est le premier truc, déjà. Donc, là, je parle d'un truc qui est, je pense, fascinant, mais il faut garder à l'esprit que ça se fait qu'entre grands garçons, une fois de plus, parce que c'est une option de l'éventail qu'on va s'offrir au combat. Et toutes les autres options, c'est des vraies options euh, d'un groupe classique de combat où il faut être extrêmement sérieux, extrêmement professionnel, etc. Et même quand on prend les options un peu roublardes, on est hyper sérieux, on est hyper professionnel quand on les fait. Déjà, c'est ça le premier truc. Et ensuite, le deuxième, effectivement, c'est cultiver un peu l'esprit de roublardise, d'aller chercher un petit peu les failles, de deviner quelles sont les failles du système d'en face, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu l'esprit, mais qui n'ont pas la force de travail.
C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ah moi je pense que je saurais comment braquer la banque, mais qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Pas de braquer la banque, mais de la réflexion, de se Mmh. dire mais vraiment est-ce que tu serais capable d'aller chercher dans les plans, de regarder comment fonctionnent tous les systèmes de sécurité, d'aller jusqu'au bout pour vraiment détecter la faille et savoir si c'est une vraie faille. C'est ça qui est plus difficile en fait. C'est-à-dire c'est d'être capable d'amener une charge de travail en plus d'avoir cet esprit un peu roublard. Vous parlez de charge de travail et alors l'esprit roublard, mais du coup c'est la sortie du cadre. En fait, ça me fait penser aussi aux artistes et notamment les musiciens, où il y a cette grosse dimension justement de travail avec le solfège et toute cette partie ingrate dans l'apprentissage, où les progrès vont être assez lents et pénibles à obtenir. Mais une fois qu'on arrive à un certain niveau, on se crée cette forme d'habilitation, cette capacité à sortir du cadre et Oui, cette maîtrise à sortir du cadre. Et j'ai l'impression qu'on en est un peu là sur les hommes que vous avez fréquentés. en fait, le point commun, effectivement, vous dressez un parallèle intéressant parce que le point commun qu'il y a, je pense, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est au combat, il faut être créatif. Mais on ne peut pas se permettre d'être créatif si on ne connaît pas ses gammes, si on ne connaît pas ses bases. C'est-à-dire, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est que là, ça retourne à de l'improvisation en fait. Si... Exactement. Mais je pense que, alors j'y connais pas grand-chose, mais je devine que les plus grands jazzmen qui improvisent des trucs, c'est quand même des grands musiciens. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont quand même un énorme vécu et parcours et ils ont beaucoup travaillé ce qu'ils ont fait avant de partir dans de l'impro, etc. Il faut connaître ses gammes avant de partir en impro, par exemple. Et ben nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire de l'impro, on peut justement penser autrement, aller un peu en dehors du cadre. Il faut avoir cette capacité de créativité pour le faire, clairement, parce que sinon, on ne voit pas les failles, en fait. Un Oui. surcouf, Mm. s'il n'a pas l'idée complètement saugrenue de se dire, bah, en fait, on va t'habiller en femme, en fait, jamais, 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 s'il n'avait pas eu la créativité, jamais l'idée serait arrivée. Et après, il faut avoir le sérieux de se dire, ok, on a quand même toutes les options conventionnelles qui sont à notre main. Il faut qu'on soit capable de les remplir de manière conventionnelle. Il faut qu'on soit capable de le faire correctement. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas juste se dire, ok, c'est bon, on met les tenues de femme et ça suffit. Non, 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 c'est un ensemble en fait. Il faut être capable de tout ça. Et effectivement, c'est comme un gars qui fait son solfège, qui fait ses gammes, ensuite seulement est capable d'improviser un peu, de faire des petites fioritures, et qui va en faire de plus en plus, et qui se trompera, qui fera des bêtises, qui fera des erreurs, qui reviendra, mais qui pourra toujours se rabattre sur ses gammes, sur les bases qu'il connaît. Et une question qui me vient à l'esprit là, c'est une fois qu'on a triché, comment on fait pour en tirer des enseignements, se rendre compte aussi que c'était peut-être pas nécessaire? Quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Parce que je suppose que ça a dû vous arriver, Bien sûr, sans rentrer dans le détail, hein, mais ouais. voilà, quel est le débrief derrière et les enseignements que vous en avez tirés? Là, en fait, c'est comme une mission normale. C'est-à-dire que même quand on va dans des qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu de la roublardise, même avec ça, on va faire la même chose que si on était dans un cadre normal, etc. Et on va en tirer ce qu'on appelle les rétex, hein, les retours d'expérience, et on va faire ça hyper. On va se dire, ok, ça c'était pas à faire, ça c'est vraiment une erreur, ou ça a marché, cette feinte-là, elle a bien marché, bah faut la garder. Voilà, ça c'est des trucs qu'on va faire en fait. Donc même ça, c'est considéré sérieusement. C'est pour ça que la base, c'est quand même d'être un bon élève. Il faut d'abord être un bon élève et tout faire de manière hyper sérieuse, hyper professionnelle. Et très peu de gens qui sont capables de faire ça, hein. Enfin, moi, c'est ma conviction. Bah, écoutez Louis, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous partager au niveau, actualité ou même ajouter, Bah un écoutez, dernier mot, je moi, vous je vais en profiter pour faire la publicité d'une association qui me tient beaucoup à cœur, pour laquelle je travaille actuellement, qui s'appelle Vétérans de France, où on met justement en valeur des beaux récits d'anciens militaires, alors qui s'adressent beaucoup alors, à l'ancienne génération, mais aussi à la nouvelle génération, la génération qu'on appelle la quatrième génération du feu, donc qui est la génération des OPEX, de l'Afghanistan, du Sahel, du Levant, etc. Et donc on essaie de moderniser aussi un petit peu voilà, l'image que l'on a du vétéran pour aussi voilà, rendre hommage à tous ceux qui ont servi dans les armées, mais au-delà aussi, hein, dans la police, chez les pompiers, chez les gendarmes, les douaniers.
Donc voilà, on a un site web, vétéransdefrance.fr, que les gens peuvent consulter. Voilà. Super. Bah écoutez, merci beaucoup Louis pour votre passage et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Super. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.